C'est autour de midi, notre invité c'est Inès Boubakli Le Péchou, elle reste avec nous jusqu'à 13h30. Inès Boubakli, tiens, une réaction sur... j'ai eu deux réactions, une par téléphone et puis une sur mon mur Facebook. Alors je vais commencer par le mur Facebook parce qu'elle est un peu marrante. C'est quelle fierté pour nous, Tunisiens, que de voir une jeune femme aussi belle hisser haut les couleurs de la nation tunisienne aux Jeux Olympiques. On t'aime, mais on déteste ton mari. Car le Péchou t'a pécho. Sinon, monsieur le Péchou n'a pas de petit frère, c'est pour Aza. pour ses problèmes de carte séjour. D'accord, c'est gentil. Je sais pas si elle connaît ses frères, donc elle les a déjà croisés. Je vais lui en parler, donc merci d'ailleurs pour ce petit message. Tiens, à propos de monsieur le Péchou, ça t'a pas embêté cette polémique qu'il y a eu tout de suite après la médaille à cause du baiser du baiser de gagnant Non, franchement, j'ai pensé à ma victoire. Donc, pour moi, je comprends les réactions. De toute façon, il y a de tout. Donc, je respecte. Votre frère a été obligé d'intervenir sur Chams aussi. Oui, mais moi, j'étais pas au courant qu'il allait intervenir. Je suis pas encore rentrée à Tunis, sinon je lui dirais de pas intervenir. Ouais. Moi, j'ai jamais eu, j'ai pas voulu répondre à toutes ces questions. Je dis, je respecte. Ouais. Moi, je l'ai fait sans aucune autre intention. C'était un geste spontané. Après tout, c'est mon mari et encore vive l'amour. Ouais. Et ça lui a peut-être donné aussi une petite grinta de plus pour ramener la médaille d'argent. Oui, je pense, oui, parce que quand on est parti au jeu, on s'est jamais dit, on ne pensait pas avoir amené 2 médailles à la maison. Ouais. Et le fait de commencer par une médaille de bronze, il était déjà très fier et très content pour moi parce qu'il a vécu ce que j'ai subi tout au long de ces années. Il était tellement fier et je pense que ça l'a un peu boosté parce que il s'est dit bon allez c'est à mon tour d'aller chercher une médaille parce que il en a raté pas mal lors des Jeux de Londres. Il s'est blessé, à Pékin il perd en quart de finale. Il est plusieurs fois champion du monde mais il a jamais eu cette médaille olympique et c'était le moment ou jamais pour être un couple médaillé olympique et on a su le faire et on est vraiment fiers de le faire et un couple franco-tunisien, il n'y en a pas beaucoup. Et il y a ce côté people qui est venu par la suite avec ce côté double médaille. Médaille de famille. Oui, voilà, ça a fait un peu le buzz parce qu'on était déjà, je pense que le premier couple olympique à être médaillé. Je pense aussi le premier couple marié, donc parce qu'après il y a eu des demandes de mariage, il y a eu les boxeurs français qui, voilà, c'est sa petite amie et tout. Nous, on est le couple marié et encore le couple franco-tunisien, donc ça a fait parler pas mal de monde et encore... une fois, franchement, je suis très fière de partager ce moment avec lui et parce qu'on s'est soutenu tout au long de l'année. C'est une année olympique très très dure pour lui et pour moi, encore plus pour moi parce que j'ai pas comme lui une équipe, un staff complet qui s'entraîne lui il a une structure, moi je m'entraîne seulement dans mon club, je pars en compétition souvent toute seule et des fois seulement avec mon entraîneur, donc il a compris les galères que je suis passée par ces galères et il était tellement fier et voilà, on est content et on savoure chaque instant jusqu'à aujourd'hui. Et vous n'êtes pas dans la même discipline en fait, si, et on fait tous les deux le fleuret. On fait la même discipline, mais on s'entraîne pas. Il a raison, le président de la fédération. Pourquoi vous ramenez un partenaire alors que vous avez votre mari Oui, le problème c'est que lui, il tire avec la France, donc il a son équipe, il a son staff. Donc après, on reste professionnel, on mélange pas tout. On se croise au village dès qu'on peut, mais chacun a ses heures d'entraînement, chacun a son programme et voilà, on mélange pas tout, on reste vraiment chacun concentré dans son objectif et dans son but. Et voilà, moi j'étais avec les Tunisiens, j'étais fière, et lui il était avec son équipe de France et après dès qu'on peut se retrouver, on se retrouve. D'accord, et puis scène de ménage à la maison, ça se passe comment? Vous mettez l'armure, le casque, vous sortez les épées Non, du tout. On n'a pas nos fleurets chacun dans sa housse dans la salle d'escrime. Mais c'est vrai qu'on parle... la plupart du temps, on parle d'escrime parce que c'est notre passion. On va dire c'est notre métier de tous les jours.
Le seul point positif, c'est le fait qu'on s'entraîne pas ensemble et le fait que moi je fais une séance qui n'a rien à voir avec la sienne, on essaye de s'expliquer, de raconter ce qui s'est passé à l'entraînement, si lui il était mauvais, si moi j'étais pas en forme. Donc on essaye de se supporter et de se soutenir sur tout ça, hein. C'est le soutien qui compte énormément. Et après, on a la chance de faire quelques compétitions ensemble et ça nous aide vraiment parce que moi, malgré j'ai pas l'expérience qu'il a, j'essaye si je peux lui donner des conseils, je n'hésiterai pas à lui dire parce que peut-être le message que son entraîneur lui fait passer, c'est pas le même que... c'est un œil extérieur en plus. Voilà, et lui pareil, et c'est ce qui fait notre force. Ouais, voilà, exactement. Alors, j'ai reçu un appel aussi là, donc au studio d'un auditeur qui disait que bon, finalement, l'escrime étant un sport noble. Oui, tout à fait. Oui, il a raison. Donc finalement, il faut pas attaquer la fédération de cette manière. Je sais pas, oui, on attaque la fédération pour faire avancer le schmilblick quand même quelque part aussi. Moi, j'attaque pas la fédé parce que voilà, juste pour faire des histoires ou pour faire le buzz, mais c'est franchement tout à fait le contraire. Si je parle en ce moment parce que c'est le moment de parler ou jamais, c'est pour l'escrime. C'est vrai que c'est un sport noble, c'est un sport de valeur. Si j'ai pas appris et acquéri ces valeurs avec l'escrime, je serais pas là aujourd'hui. Je reste tout le temps, je respecte tout le monde, je respecte le travail de tout le monde, mais à un moment donné, on a besoin de parler et de critiquer parce que c'est les critiques qui vont faire avancer les choses. Si on va se dire non, tout va bien, franchement, la fédé, c'est parfait, on n'avancera pas du tout et mais encore plus, on va reculer de plus en plus. La fédé en ce moment, c'est le fait qu'on n'a pas de suivi. Il faut que je le dise pour que les choses changent, pour faire avancer ce sport. Peut-être qu'il a dit aussi c'est un sport de riches, mais ça j'allais y venir tout à l'heure. Oui, mais donc voilà, c'est pas un sport de riches. Je vais l'expliquer après. Et mais il faut qu'on parle parce que c'est le moment ou jamais, encore une fois. Et parce qu'il y a vraiment des faiblesses au niveau de la fédé, on n'a pas assez de suivi, on fait tout toute seule. Quand je dis il n'y a pas de suivi et qu'on fait tout toute seule, les visas on fait ça toute seule, on va faire la queue et des fois encore plus, on fait des allers-retours parce que le dossier ils acceptent pas les dossiers dès la première fois, surtout pour aller en Russie, pour aller en Chine, ils demandent énormément de trucs et ça veut dire si on va faire la demande de visa, ça nous demande une journée complète et une journée complète ça veut dire sans entraînement. Voilà. Et quand tu rates une journée complète d'entraînement, c'est un décalage au niveau de la programmation. Et là, les gens ne se rendent pas compte, et encore plus, la fédération ne se rend pas compte des problèmes qu'on rencontre. Le problème de Sarah et Asa pour le titre de séjour. Le titre de séjour, à la préfecture, pour les gens qui résident en France, ils vont le comprendre directement, mais les gens qui sont à Tunis, ils savent pas que pour aller à la préfecture, il faut faire la queue à partir de 5h du mat, et encore plus. À 5h du mat, il y a déjà la queue. Ouais. Donc, c'est vrai, c'est notre quotidien. Maintenant, j'ai l'impression qu'on a l'habitude, on a tellement l'habitude. Mais là, il faut que les gens se rendent compte. Pas les gens, mais surtout la fédé, pour nous donner ne serait-ce qu'un petit coup de main. Je sais pas comment il faut trouver créer une cellule pour suivre les sportifs de haut niveau à l'étranger. Et nous éviter toutes ces galères. Là, je parle de ces 2 petites galères, c'est vraiment le strict minimum. Après, on part en compétition toute seule avec nous, on fait les réservations toute seule, on achète nos billets toute seule. Et c'est une gestion à part. Donc, quand je vois les autres équipes, mon mari, parce que c'est l'être le plus proche, je vois comment il fonctionne. Il donne son passeport et on lui dit rendez-vous tel jour à l'aéroport. Il aura son visa directement à l'aéroport. Il s'occupe de rien, même pas du matériel, rien. C'est pas 2 mondes différents, mais on a un niveau d'organisation qui est beaucoup plus loin que les autres. Mais malgré ça, on a su gérer ces difficultés, on a su trouver des solutions toutes seules. Et la preuve en est, on a ramené des médailles malgré les difficultés.
Et si je dis ça, c'est pour les autres jeunes qui arrivent. Il y a des jeunes qui sont partis en France pour faire de l'escrime. Il y en a pas mal, qui sont venus dans mon club aussi. Je pense qu'ils ont compris le message parce qu'en Tunisie, sans partir à l'étranger, malheureusement, on ne peut pas progresser parce qu'on n'a pas cette concurrence pour pouvoir... L'escrime, on a besoin de concurrence. Et on n'est pas assez... Le problème, c'est qu'on risque d'avoir un jeune de talent qui change de nationalité tout simplement pour éviter... parce qu'à cause de ce type de problème, Ça peut arriver. Pris par le Qatar ou pris par prendre la nationalité française ou italienne ou n'importe quoi. Ça peut arriver, oui. Malheureusement, ça peut arriver parce que les moyens là-bas, c'est... Voilà, ils ont des structures, ils ont un staff, ils ont les moyens... Donc, de faire des compétitions, de prendre des leçons, de faire des études, parce que là-bas, le double projet aussi, c'est très important. Donc, ils ont un pôle où tu peux étudier, plus ou moins comme lycée sportif, mais beaucoup plus structuré. Tu peux étudier, faire tes études, t'entraîner, manger, te reposer au même endroit. Et être suivi médicalement et tout. Oui, voilà, et surtout le staff médical aussi sur place. Alors, est-ce que l'escrime est un sport de riche ? Alors... un sport de riche, c'est un sport qui coûte énormément parce qu'on a le matériel, le masque, les fleurets et tout. En Tunisie, c'est pas un sport de riche. Je tiens à le dire, c'est vraiment. Je viens d'une famille vraiment très moderne. C'est vrai que ma mère, parce qu'elle a fait de l'escrime, je me suis retrouvée dans cette discipline. En escrime, n'importe qui peut faire. En Tunisie, n'importe qui peut faire de l'escrime. Tu viens dans un club, tu t'inscris et le club te prête le matériel. C'est pour ça que je dis, on a un problème de matériel, on a un problème de fédération. Ça coûte juste le prix de la licence. Honnêtement, je sais pas le prix de la licence. Et après, il y a des parents qui veulent faire un effort, qui achètent le matériel pour leurs enfants. Il y en a d'autres qui n'ont pas les moyens, mais malgré ça, leurs enfants peuvent pratiquer l'escrime, peuvent faire des compétitions en Tunisie. Et après, s'il a le niveau, si la fédé, elle suit, ils peuvent partir en stage et en compétition. Mais, je tiens à le dire, c'est un sport, c'est vrai, très noble parce qu'il date des années, je sais pas, des siècles et des siècles, mais... C'est pas un sport de riche en Tunisie. Peut-être à l'étranger, parce que voilà, le matériel il coûte énormément cher. Mais ça coûte combien en gros ? Ça coûte énormément. Un masque par exemple, il coûte 200 €, l'équivalent de 400 dinars dans les normes pour faire des compétitions internationales. La tenue d'escrime, ça coûte. Après, voilà, je dis, on a la possibilité de faire de l'escrime en Tunisie. Ça coûte, mais il y a des chaussures de football maintenant, ça coûte minimum 250 à 300 dinars. Un ballon de foot, c'est minimum. Un ballon de foot, c'est 150 dinars. Oui, voilà, il y a des parents qui veulent que leurs enfants aient leur propre matériel, donc ils ont les moyens, ils veulent acheter à leurs enfants le matériel d'escrime. Mais sinon, pour pratiquer en Tunisie, les clubs, ils prêtent le matériel et ils peuvent. Pratiquer cette discipline sans dépenser beaucoup d'argent. Merci beaucoup Inès Boubakri-Lopechou. Merci à vous, merci à tous ceux qui nous ont écoutés et j'espère que cette médaille ne sera pas la dernière pour l'escrime tunisienne. Maintenant l'objectif c'est Rio 2020. Ouais. Pardon, Tokyo 2020. Tokyo 2020 ouais. Notre but c'est d'aller avec les filles chercher encore plus de médailles. Moi, j'ai commencé par une médaille de bronze et mon but, voilà, c'est aller chercher l'or. On a encore les championnats du monde, les championnats d'Afrique. On a pas mal d'épreuves qui vont arriver. J'espère que on pourra faire toutes ces épreuves dans dans un milieu très propre et surtout bien structuré et bien suivi. En espérant qu'on ait une fédération qui se structure. Ou alors à la limite, si les fédérations n'arrivent pas à se structurer pour gérer les sportifs de haut niveau, tant qu'à faire, créer une structure qui s'occupe des sportifs de haut niveau, que ce soit au ministère ou alors au CNOT. Voilà. C'est ce qu'on essaye de faire pour pas être vraiment pas en contact, mais travailler directement avec la fédération, parce que la fédération, après, il y a les jeunes, il faut s'occuper de pas mal de trucs, formation et tout. On a envie qu'une cellule qui se crée juste pour les sportifs de haut niveau à l'étranger ou même en Tunisie,
pour pouvoir gérer ça directement avec cette cellule et surtout éviter toutes les démarches administratives qui prend énormément de temps parce que c'est vraiment pour faire un virement pour notre bourse, ça prend des mois et des mois parce que ça s'arrête au niveau du ministère, après fédération, après banque centrale et c'est un cercle énorme. Donc on a besoin que ça soit un truc plus simple pour faire accélérer les choses. Voilà, une qui s'occupe des 3 filles, hein, donc vous, Sarah Yaza Besbes, mais aussi d'Oussama Malouli, de Habib Ghribi, de Melek Jaziri, oui, voilà, on a des tas de sportifs de haut niveau, voilà, ça serait une idée quoi, de lancer une structure indépendante, que ce soit au ministère, au niveau du CNOT, oui, après tout, tous ces joueurs, par la suite, sont c'est des médailles potentielles pour la Tunisie. Voilà, exactement. Très bien. Donc là, vous êtes en train de vous soigner. Vous avez fait la petite opération sur le genou. J'avais un peu mal avant. Le dos Si, j'ai encore un peu mal, mais je préfère commencer par le genou parce que ça traîne depuis un moment. Et je me suis dit, après les Jeux, je fais cette intervention. J'avais un petit bout d'os qui frotte sur le cartilage. Donc... le chirurgien, il a fait le ménage. Maintenant, je suis en période de rééducation et j'espère pouvoir reprendre. C'est le but de reprendre le plus tôt possible pour attaquer la saison en bonne santé. D'accord. Les prochains objectifs? Les championnats du monde déjà en juillet 2017. On a les championnats à Leipzig en Allemagne. D'accord. Juste avant, on a les Jeux Med qui vont se dérouler en Espagne au mois de juin. Les championnats d'Afrique et toutes les épreuves de Coupe du Monde qui restent tout au long de l'année. Bonne continuation. Merci. Et puis donnez de vos nouvelles. J'espère, à très bientôt. Merci Inès Boubakri. Bonne journée. Inès Boubakri Le Péchou était notre invitée aujourd'hui. Vous retrouvez l'interview sur www.rtci.tn. Autour de midi, c'est fini pour aujourd'hui. On vous donne rendez-vous samedi prochain à partir de 11h jusqu'à 13h30. On se quitte avec la chanson de RTCI. Au revoir. Radio Tunis, ta fenêtre sur le monde, je vois